Le rêve américain existe-t-il réellement? Mythe ou réalité? Chacun aura son opinion, mais une chose est certaine, ce concept nous touche, nous petits êtres sensibles de la planète Terre. Il nous saisit aux tripes, nous bouleverse et nous passionne, et ça, Hollywood l'a très bien compris. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces success stories nous captivent autant à chaque fois? Sans doute parce qu'elles nourrissent en nous cette illusion séduisante, que chacun peut devenir une star, à force de travail et de détermination. Nous nous attachons plus facilement à celui qui a lutté, à celui qui surgit de l'ombre, qu'à une étoile attendue depuis ses 12 ans. Et qui de mieux que les Américains pour nous raconter de telles histoires? Madonna, Eminem, Gatsby le Magnifique, les exemples abondent et la NBA ne fait pas exception. Elle raffole de ces récits et en a même fait un trophée dédié à cette fameuse explosion inattendue, le MIP. Alors à l'aube des pronostics, un nom semble répondre à tous les critères pour incarner ce rêve en 2025. Immanuel Quickley. L'ex-joueur de New York a déjà parcouru plus de la moitié du chemin, puisqu'il est déjà au stade de désamour des fans. Cet été, il a essuyé de vives critiques après avoir signé un contrat massif de 175 millions sur 5 ans. Et pourtant, IQ a plus d'un tour dans son sac pour sortir ses Raptors de la torpeur. Cette équipe qui semble figée et promise à la terrible terre du milieu de NBA. Alors Quickley peut-il reconquérir le cœur des fans cette saison et faire taire les critiques? Ou assistons-nous au début d'une tragédie grecque? On dit souvent qu'il faut être endormi pour croire au rêve américain, mais Quickley, lui, compte bien réveiller la fougue chez ses dinos. Et si comme lui, vous êtes prêt à prendre votre envol, eh bien attachez vos ceintures, cap sur le rêve canadien. Bienvenue. « 175 millions de dollars sur 5 ans, voici ce que va toucher Immanuel Quickley dans les prochaines années. Un vrai contrat de star pour un joueur de 25 ans déjà, qui est sorti du banc presque pendant l'ensemble de sa carrière. C'est beaucoup trop d'argent, non? L'avenir nous le dira, mais le but de cette vidéo, c'est avant tout de comprendre pourquoi Quickley a été re-signé si cher par les Raptors. Qu'ont vu Masai Ujiri et le management en lui? La première chose, c'est un joueur offensif qui coche globalement toutes les cases pour vivre à côté de Scottie Barnes, le joueur qui est au centre du projet. Et pourtant, le profil de Scottie, il est plutôt particulier offensivement. Pour faire court, c'est un grand porteur de balle, mais pas un porteur de balle élite, puisqu'il n'a pas un premier pas et un handle digne des meilleurs attaquants de NBA. Et en même temps, c'est aussi un intérieur au vu de ses dimensions physiques, mais pas un intérieur pur puisqu'il n'a pas une incroyable agressivité vers le panier. C'est un profil plutôt hybride donc qui peut faire un peu de tout si on est optimiste, mais qui ne fait rien de manière élite si on est plus pessimiste. Mais ça tombe parfaitement bien parce que Quickley c'est aussi et justement un profil hybride qui a la double casquette offensivement on-ball et aussi off-ball. Off-ball déjà parce que IQ, si je devais le résumer, ce serait par le mot dynamisme. Et le dynamisme off-ball. Il a un coffre et un volume de course très impressionnant qui lui permet d'être quasiment ou presque en mouvement sur un terrain de basket. Et c'est un shooter en mouvement de bon niveau. Peut-être pas au niveau d'un Tyrese Maxey, à qui il est souvent comparé, mais tout de même un bon shooter puisque depuis 2 saisons maintenant, IQ tourne à 40% sur les catch and shoot à 3 points. Et ce qui est intéressant, c'est la variété de ces catch and shoot. Alors on retrouve beaucoup de catch and shoot stationnaires, mais déjà ça en un sens, c'est très valuable pour les Raptors. Puisque on peut le placer dans le slot à une passe près de Scottie Barnes qui joue un post-up ou une ISO, et donc ça rend l'aide compliquée, voire impossible sur Scottie. Et si jamais l'aide arrive ou le stunt, IQ c'est le stunt beater parfait puisqu'il va sanctionner avec son shoot. Donc il est à l'aise dans beaucoup de situations et la cerise sur le gâteau c'est que si vous faites un hard close-out sur lui, il excelle peut-être encore plus pour attaquer le close-out pour lui-même ou pour connecter aux joueurs disponibles puisque c'était précisément là son rôle quand il était aux côtés de Jalen Brunson à New York, le rôle de connecteur. Et on arrive là au volet on-ball de Quickley qu'on va pouvoir séparer en 2 parties, le scoring
et le passing. Et ce volet, il est peut-être encore plus intéressant que le off-ball. Parce que si le off-ball, il permet à Quickley d'avoir une certaine malléabilité, puisque déjà cette malléabilité off-ball, elle lui permet d'être utilisée lorsque Scottie Barnes a le ballon. Et ici, vous le voyez, il va prendre un flare screen de Jontay Porter, qui n'est plus en NBA, pour se relocaliser à 3 points, et donc se créer un tir alors que Scottie Barnes est balle en main. Et donc on peut continuer à avoir Scottie Barnes balle en main lorsque Quickley est sur le terrain. Mais donc, il a aussi un certain scoring on-ball. Parce que si il shoot à plus de 40% au catch and shoot, ce qui est très très intéressant avec lui, c'est aussi son pull-up, puisque depuis son année sophomore, il est au-dessus des 35% sur ses pull-ups à 3 points. Donc ses tirs à 3 points après un dribble. Et donc un exemple ici de création de tir vraiment de Immanuel Quickley, et comment il arrive à se créer son tir, c'est face à Jason Tate qui est un très bon défenseur. Et bien ici, premièrement, il va réussir à avoir un premier pas qui fait que Jason Tate bouge latéralement, il arrive à descendre assez bas et il a une très belle flexibilité pour justement garder son dribble en vie très bas et être très souple pour créer cette amplitude et ce tir à 3 points. Un autre exemple ici de la capacité de Quickley à se créer son tir sur de l'isolation. Ici, on a un premier écran petit avec Gary Trent Jr. Et vous le voyez, SGA, il est prêt à sortir très fort sur Quickley. Donc que fait Quickley? Il part de l'autre côté, il rejette l'écran et forcément, ça surprend la défense. Vous le voyez ici, les deux défenseurs sont complètement pris à revers. Donc Aaron Wiggins a un premier retard sur Quickley. Quickley peut y aller et vous le voyez encore une fois, il descend très bas sur ses appuis, il crée une séparation, puis vite il se relocalise à 3 points et se crée son step back ouvert. Et vraiment cette capacité à dribbler, à être très bas et à être très souple pour aller très bas et garder son dribble, et ben c'est un vrai plus de son jeu et c'est une qualité finalement assez rare, même pour un joueur NBA. Et donc on peut arriver au volume on-ball et son scoring on-ball qui est très important, puisque de là va découler tout son passing. Ici on a un empty side pick and roll avec Scottie Barnes et Immanuel Quickley, et vous le voyez, la défense switch, c'est-à-dire que Kawhi Leonard prend Scottie Barnes, il vient bien le taguer, le contester pour que Scottie Barnes ne prenne pas l'avantage et la position sur le roll. Mais finalement, du coup, qu'est-ce que ça laisse? Ça laisse Daniel Theis ici, l'intérieur, qui va être en switch sur Immanuel Quickley. Et Immanuel Quickley, il a cette création suffisante pour punir le switch. Donc ça, c'est vraiment une carte à ajouter dans ce jeu à deux avec Scottie Barnes, c'est la création pour punir le switch. Par Scottie Barnes sur du post-up, et donc maintenant par Immanuel Quickley sur de l'isolation face à un plus grand. Une autre arme qui est un peu nouvelle pour ces Raptors et qui fait partie intégrante du jeu de Quickley du coup, c'est ce pull-up face au drop. Donc face au drop, qu'est-ce que c'est? Le drop, il y a une vidéo sur la chaîne, mais c'est au moment de l'écran, vous le voyez, André Drummond qui est ici, il reste plutôt bas. Et ça, forcément, ça fait qu'ici, il y a une zone complètement libre pour Immanuel Quickley pour dégainer un tir. Et comme je l'ai dit, il est à plus de 35% depuis quelques saisons et donc il peut dégainer assez vite et c'est une vraie arme tactique en plus face à certaines couvertures. Et on peut voir un exemple où on combine un peu ce mouvement off-ball dans ce système de jeu des Raptors avec énormément de mouvements qui est d'ailleurs très sous-estimé en NBA. Mais donc ici, on a un premier écran de démarquage de Scottie Barnes pour Quickley. Ja Morant l'anticipe complètement, donc Quickley, il part de l'autre côté pour perdre Ja Morant. Et donc ça, première conséquence, ça force le switch. Donc Ja Morant se retrouve sur Scottie Barnes et Marcus Smart, vous le voyez, il a tout vu, il a dans son champ de vision ça. Donc ce qui va se passer, vous allez vite le voir, c'est qu'il va rester attentif à ça pour couper un potentiel roll de Scottie Barnes. Et la conséquence directe, c'est que Quickley, il s'arrête jamais de bouger. Et donc il va venir remonter. Il y a un premier décalage avec Marcus Smart et il va pouvoir prendre l'écran. Il y a du drop et face au drop, Immanuel Quickley, il dégaine à 3 points et c'est un tir grand ouvert. Donc Quickley, il a le pull-up, il a le step back, la création de step back à 3 points. Il a le pull-up pour punir le drop, mais il a aussi la capacité à créer du jeu un peu plus proche du panier sur du drive. Et là-dessus, il est peut-être un peu sous-estimé. Ici, il va être en ISO face à Cam Reddish. Et là, regardez le premier pas. Regardez, on va se la remettre, mais la vitesse
du premier pas de Quickley qui est absolument dingue pour déposer Cam Reddish. Et on touche là aussi un peu aux limites intrinsèques de Quickley. Quickley, c'est un joueur qui prend très peu de tirs vraiment au panier parce que vous le voyez, il est très fin, il est très longiligne et il n'a pas cette capacité à aller vraiment au contact des intérieurs. Mais le contre-move qu'il a développé depuis sa saison rookie, c'est les tirs un peu plus loin, plus dans la short mi-distance, donc un peu plus cette zone ici. Et c'est la zone des flotteurs. Et là-dessus, il est vraiment très fort. Ici, on peut voir un lay-up qu'il déclenche très très tôt pour éviter le contre d'Anthony Davis. Mais on va pouvoir voir d'autres exemples. Donc ici, il prend un premier écran de RJ Barrett. Il y a un pick and roll finalement assez classique. Il peut pénétrer. Et il a ce fameux flotteur avec énormément de touchés de balle qu'on peut retrouver ici face aux Celtics. Avec Jrue Holiday qui vient en aide et qui délaisse complètement RJ Barrett. Et Kristaps Porzingis qui est en drop ici. L'accès est complètement bouché au panier. Quickley n'a pas la capacité d'aller au contact et de forcer un peu ce drive. Et donc il dégaine ce flotteur avec énormément de touchés de balle. Et donc si on résume, on a un joueur qui est capable de se créer son tir en isolation après un switch, un joueur qui est capable de dégainer face au drop, un joueur qui est capable d'être off-ball avec beaucoup de mouvements pour cibler certains défenseurs, un joueur qui est capable de driver et qui a ce flotteur, ce in-between game pour sanctionner la défense, mais aussi un joueur qui a une limite intrinsèque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller beaucoup au panier. Et donc sur ce flotteur, petit point stat, mais il est à 50% de réussite depuis sa saison 2023, donc depuis 2 ans, et ça c'est vraiment excellent. Il est aussi très adroit à 3 points et très adroit à mi-distance, et même sur ses tirs au panier, il est environ à 67% de réussite depuis 2 ans. Et ça, c'est excellent, et ça témoigne d'un certain toucher de balle. Mais alors pourquoi Immanuel Quickley n'est que à 100 de true shooting plus, c'est-à-dire pile dans la moyenne d'efficacité de NBA? Eh bien, c'est la magie des maths et des volumes. C'est que sa sélection de tir en prenant beaucoup de mi-distance, même si c'est des short mi-distance, eh ben, ça fait que son efficacité, elle n'est pas tout en haut, mais elle est plutôt moyenne. Mais alors pourquoi il faut suivre ce joueur si on connaît déjà ses forces et ses limites? Alors justement et précisément pour le mot que je viens de citer, les volumes. Parce qu'à Toronto, IQ il va être meneur titulaire, ça semble sûr et certain. Et son volume de responsabilité et de minutes va augmenter assez fortement. Donc lui qui n'avait que 24% d'usage sur 24 minutes sur son début de saison au Knicks, il va voir ses responsabilités décuplées et ça a déjà été le cas en fin de saison dernière. Mais comme ça n'avait pas été sur une saison entière, les statistiques brutes de Quickley sur la saison, elles n'ont pas forcément sauté aux yeux des grands médias. Et donc cette saison, préparez-vous à un grand boost dans les statistiques brutes d'Immanuel Quickley. Mais ces moyennes-là, en réalité, elles ne veulent pas dire grand-chose. Et le vrai enjeu de la saison, il est ailleurs. La question, c'est pas est-ce que les moyennes vont augmenter, mais plutôt est-ce que l'efficacité et tous les excellents indicateurs, ils vont suivre avec cette hausse de responsabilité et de volume offensif. Est-ce que son jeu, qui est plutôt en sortie de banc au Knicks, va complètement se transposer en tant que titulaire aux Raptors? Mais ce qui est assez particulier et peut-être sous-discuté avec Immanuel Quickley, c'est que c'est pas du tout que un scoreur, loin de là. Il a une vraie fibre de passeur et qui en réalité a déjà été un peu développé sur la fin de saison avec les Raptors, puisque son ratio assist par usage, c'est-à-dire à quel point il va faire la passe quand il a le ballon, il est passé de 0,63 au Knicks à 1,12. Il a presque doublé, c'est-à-dire que Immanuel Quickley faisait quasiment 2 fois plus de passes quand il avait la balle aux Raptors qu'aux Knicks. Et un autre indicateur, c'est l'assist percentage, qui est une stat souvent mal comprise, mais qui indique en fait à quel point le joueur est important et est impliqué dans le total de passes décisives de son équipe. Et là encore, il est passé de 15% aux Knicks à 29,3% aux Raptors. Et ça, c'est dans le 92e centile des combo guards, là où l'assist par usage s'est passé dans le 8e au 66e centile. Et donc on a un joueur qui est bien plus passeur que ce qu'on pense. Il est souvent comparé à Maxey, mais Maxey, sur ce fameux ratio et cette tendance à passer, il est à 0,88. Donc en fait, Quickley, il a une tendance bien plus grande à passer et à créer pour les autres. Et ça, c'est ce que je vous propose de voir dans cette deuxième partie sur son passing.
Et donc avec Quickley, dans sa création, la première chose à dire, c'est qu'on retrouve beaucoup de situations où il crée dans un jeu en mouvement, à partir de stagger, à partir de main à main ou à partir de zoom action. Et vous allez le voir, c'est des situations en fait où il est déjà mis en mouvement et il peut attaquer un premier décalage. Ici, on a un main à main, donc un dribble end-off sur un côté vide, puisqu'on a vidé le corner du côté des Raptors entre Kelly Olynyk et Immanuel Quickley. Donc Immanuel Quickley, il arrive ici, et vous le voyez, en fait, Franz Wagner qui défend, il a déjà un petit peu de retard avant même de prendre l'écran de Kelly Olynyk. Et ça, c'est des situations que Immanuel Quickley adore, et là, vous le voyez, ça force forcément. On va se le remettre. Mais ça force Wendell Carter Jr. Il se prépare ici, mais à monter très fort sur Quickley. D'autant plus que Kelly Olynyk n'est pas forcément une très grosse menace de rôle. Et là, vous le voyez, Immanuel Quickley, il reconnaît très vite la couverture et il va distiller une très belle pocket pass pour Kelly Olynyk dans l'intervalle. Et Kelly Olynyk n'a plus qu'à finir. Et cette création par le mouvement, elle colle parfaitement bien avec ces Raptors qui sont peut-être un peu sous-cotés sur l'aspect playbook de Darko Rajakovic. C'est une équipe qui a énormément de mouvements et qui a déjà une très bonne structure offensive, mais peut-être pas les joueurs. C'est la 6e équipe qui faisait le plus de passes décisives, c'est la 3e équipe qui avait le plus de paint touches par match, c'est la 3e équipe qui faisait le moins d'isolation, c'est la 5e équipe qui faisait le plus de cuts, etc., etc. Et cette qualité de jeu, elle colle parfaitement, encore une fois, avec Immanuel Quickley. Sur ce système, on est sur une sortie de temps mort et on peut voir du coup un stagger, c'est-à-dire 2 écrans avec Pascal Siakam et Jakob Poeltl ici, et donc Immanuel Quickley qui est en train de faire une course jusque-là pour se démarquer. Et vous voyez d'ailleurs Sabonis qui pointe que va y avoir une sortie d'écran ici. Alors à qui il pointe ça? Bon, on sait pas trop. Et donc Quickley il sort avec un premier décalage et c'est là où on va voir un peu une de ses forces sous-côté, c'est la gestion du rythme et pourquoi c'est un très fort joueur de pick and roll pour justement fixer l'intérieur adverse. Ici, le stunt et l'aide de De'Aaron Fox qui devrait venir boucher l'espace ici est en retard, donc Quickley il peut attaquer cette ligne de drive assez facilement. Donc ici on a Sabonis qui est en drop et vous voyez Sabonis il était un peu en retard et donc il coulisse complètement en retard, ce qui ouvre forcément, vu que Malik Monk était resté sur Quickley, le rôle pour Jakob Poeltl et on a un lay-up assez ouvert pour Poeltl. Et donc on va retrouver ici rapidement, mais cette capacité à faire la passe vraiment au bon moment et cette petite pocket pass et les timings de la petite pocket pass, il la maîtrise très très bien. Vous le voyez ici, il voit que Daniel Theis est un peu haut au niveau de l'écran et que Kawhi ne switche pas, c'est-à-dire qu'il a traversé l'écran pour rester devant lui, pour justement ne pas donner d'isolation, comme on l'a vu précédemment à Quickley face à Theis. Et donc forcément, là, il y a une petite poche d'espace très rapide entre les deux que Quickley a vu et va parfaitement la servir main droite pour, dans la course de boucher, qui peut finir en dunk. Un autre exemple face au Thunder encore, avec Immanuel Quickley qui prend du coup cette fois l'écran de Scottie Barnes, et ça c'est une vraie valeur ajoutée, c'est qu'on peut utiliser Scottie Barnes en tant que poseur d'écran. L'écran est très bien placé, donc Luguentz-Dort prend l'écran même s'il le navigue avec beaucoup de puissance, et là vous le voyez, on a un premier stunt de Josh Giddey qui vient ici couvrir l'espace et boucher l'espace pour Immanuel Quickley. Et là on va voir une de ses premières forces, c'est qu'il va temporiser puis réaccélérer, on va se la remettre, mais vous allez voir il va temporiser puis accélérer, hop il temporise et il accélère pour tout simplement créer cette ouverture, créer cette petite porte et passer dedans. Et donc là, à ce moment-là, on a un Gortat screen de Jakob Poeltl qui donc ouvre complètement normalement une ligne de drive à Immanuel Quickley. Donc Chet Holmgren il est dans la hâte, il voit que Immanuel Quickley est prêt à dégainer son flotteur, donc il va essayer de le contester et vous le voyez ici il est focus dessus et forcément qu'est-ce que ça ouvre? Ça ouvre le rôle d'un Scottie Barnes et Immanuel Quickley il va aller jusqu'ici, il va monter très haut pour faire croire jusqu'au dernier moment qu'il va prendre le flotteur tout simplement. Et donc personne n'est sur Scottie Barnes, Chet Holmgren se fait complètement avoir et c'est un lay-up ouvert encore une fois. Donc là, on retrouve encore une fois Scottie Barnes en tant que poseur d'écran. Et c'est un vrai plus
pour les Raptors et pour Scottie, parce qu'il était très peu utilisé en tant que rollman, parce qu'il n'avait pas ce fameux partenaire de pick and roll, en tout cas l'année dernière. Et donc là, Quickley feinte de partir à droite pour finalement partir à gauche. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a ce fameux 2 contre 1 et on a une aide de De'Aaron Fox qui va coulisser ici pour couvrir qui? Pour couvrir le rôle de Scottie Barnes, évidemment. Et donc Quickley, qu'est-ce qu'il va faire? Vous le voyez à ce moment-là, il va monter en l'air et il va sauter en l'air, pardon. Et un des aspects très sous-estimé avec Quickley, c'est la longueur de ses bras. Regardez ici, grâce à ses longs bras, il peut passer au-dessus de Malik Monk et il va pouvoir regarder RJ Barrett. En regardant RJ Barrett, ça va faire que De'Aaron Fox va être complètement obnubilé et va penser à faire le close-out sur RJ Barrett. Mais du coup, si De'Aaron Fox se décale comme ça, forcément, ça va ouvrir le rôle. Et donc là, on a une très belle passe qui manipule la défense de Quickley et qui ouvre le rôle pour Scottie Barnes. Encore un exemple où on retrouve à peu près toutes les qualités d'Immanuel Quickley, c'est-à-dire un plutôt très bon handle, un très bon premier pas, une très bonne gestion de son rythme, et vous allez voir le bonus des longs bras. Là, c'est face à ses anciens coéquipiers des New York Knicks. On repense au duo en sortie de banc Isaiah Hartenstein et Immanuel Quickley, évidemment. Donc là, on a un premier écran, et là, vous le voyez, Isaiah Hartenstein, il va sortir plutôt fort sur Immanuel Quickley à ce moment-là. Et donc, que fait Quickley? C'est qu'il va prendre un petit dribble pour s'écarter de Isaiah Hartenstein. Hop! Et là, en fait, il voit que Isaiah Hartenstein, c'est un peu un leurre. Il vient pour step out, mais il va revenir tout de suite en position sur Jontay Porter. Et au moment où Isaiah Hartenstein recule, Immanuel Quickley, il va attaquer très rapidement, du coup, tout cet espace, si forcément Hartenstein recule aussi. Et donc, il arrive à mettre dans le dos son défenseur. Donte DiVincenzo est en retard. Isaiah Hartenstein est obligé de venir en aide. Et là, vous allez le voir, mais ses longs bras lui permettent de complètement contourner le défenseur pour servir Jontay Porter qui est complètement ouvert pour un lay-up. Et on a encore une très belle séquence sur pick and roll de manipulation de la défense d'Immanuel Quickley. Et ce qui est très intéressant chez ces Raptors, c'est que ça peut servir à Scottie Barnes, comme on l'a dit, mais aussi à un autre qui était aussi au Knicks avant, c'est RJ Barrett, que vous pouvez voir ici. Donc ici, on a un double écran, un double drag avec RJ Barrett qui slip le premier écran, qui glisse le premier écran. Bon, là, c'est la défense des Wizards. Et donc, ça, encore une fois, une passe sans regarder. Elle est parfaite, elle est pile dans l'intervalle pour RJ Barrett, qui est beaucoup plus utilisé en poseur d'écran chez ces Raptors. Et ça lui réussit beaucoup, aussi parce qu'il y a un passeur comme Immanuel Quickley. Et petite parenthèse, RJ Barrett, mais un système qu'on a beaucoup vu, c'est le suivant, c'est un système en horns avec Immanuel Quickley, 2 poseurs d'écran ici en tête de raquette et un joueur dans chaque corner avec notamment RJ Barrett qui a sur lui James Harden, et James Harden, vous le savez, c'est pas forcément le défenseur le plus aguerri. Et en fait, en créant ici un surnombre, on libère complètement quasiment la ligne de fond. Et vous allez le voir, c'est tout l'intérêt de ce système pour RJ Barrett. C'est qu'il a beaucoup de mal à créer son premier décalage, mais une fois lancé, c'est plutôt un très bon joueur. Et donc là, en fait, RJ Barrett, vous le voyez, il se met en mouvement, il va venir cutter vers le panier, et James Harden, il s'attend pas du tout à ça, il est complètement statique, pas en position, et donc tout ce système ici était un leurre, et Immanuel Quickley va pouvoir servir RJ Barrett, lancer, c'est trop tard pour que l'aide vienne de la part de Paul George, le protecteur de cercle. Il était sur un des 2 poseurs d'écran, il était là, c'est Zubac, il comprend pas trop ce qui se passe, et on a un dunk pour notre ami RJ. Et chez ces Raptors, Quickley, il a été un peu mis sur le devant de la scène, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu le voir face à différents types de couvertures. Ici, on a un petit jeu à 2 entre Scottie Barnes et Quickley qui marche très bien, ils ont une très bonne synergie, et on a ce qu'on appelle un twirl, c'est-à-dire que le premier écran était pour Scottie Barnes qui est venu se démarquer, mais en fait non, c'est un leurre et c'est lui qui pose l'écran et c'est Quickley qui va pouvoir ressortir pour jouer le main à main avec Jontay Porter. Donc là, on a un premier décalage et la défense du Heat, elle veut couper Quickley du ballon et donc elle va le blitzer. On a 2 sur le ballon et là, regardez encore le cheat code des longs bras, c'est que Quickley, avec sa grande envergure,
ben, il peut passer au-dessus et trouver une incroyable skip pass pour un tir dans le corner pour Gary Trent Jr. Et encore une fois, on retrouve un Immanuel Quickley qui peut créer à partir d'un premier système en mouvement. Ici, on a une configuration de zoom action, c'est-à-dire un premier écran avec Immanuel Quickley qu'il a pris et qui va pouvoir venir jouer un main à main avec Kelly Olynyk, le passeur hub offensif presque ultime. Et en fait, que va faire Quickley, c'est qu'il va pas venir jouer le main à main, mais qu'il va cutter au panier, puisque vous le voyez, Brandon Miller ne switche pas, il reste sur Gary Trent, et il est complètement inattentif à ce que fait Quickley, et donc Quickley peut en profiter et venir curler l'écran, c'est-à-dire qu'au lieu de venir comme ça au large, eh bien il fait une course comme ça directement après l'écran pour se démarquer au panier. Kelly Olynyk lui fait la passe, et là on a une très bonne aide de Miles Bridges, mais on retrouve le cheat code, le secret de Quickley, c'est ses longs bras qui lui permettent de trouver un angle de passe assez dingue derrière le défenseur pour Grady Dick dans le corner, et c'est un tir ouvert pour un joueur à suivre qui était un des meilleurs shooters de la QV 2024. Et une dernière petite séquence ici, mais c'est aussi pour dire que Quickley il a une certaine dose de créativité et cette capacité à manipuler la défense. Ici vous le voyez, il va complètement mystifier Bogdanovic en ne regardant que Gary Trent Jr. et faire une petite no-look pass pour Grady Dick qui pointait lui-même Gary Trent et qui est lui-même surpris de recevoir le ballon. Mais c'est peut-être le meilleur tir à 3 points possible créé par Immanuel Quickley. Et donc Quickley c'est un très bon passeur mais qui a une lacune principale, c'est que quand il arrive dans cette in-between zone, eh ben, il va avoir tendance à très vite arrêter son dribble. Et il y a beaucoup de séquences où il va perdre le ballon, où il va prendre un mauvais tir parce qu'il arrête son dribble trop tôt. Ici vous le voyez, la défense elle est plutôt bonne, il reste quand même plutôt petit et il n'est pas du tout en position pour prendre son appui vertical et servir Grady Dick dans le corner, et donc il se retrouve un peu coincé et il arrête son dribble pour prendre un flotteur, sauf que Kevin Durant est face à lui et là il va s'en sortir par une très bonne passe sur un cut de Gary Trent, mais c'est un peu une de ses lacunes et un de ses problèmes, c'est quand il arrête son dribble trop tôt dans cette zone un peu intermédiaire. Et donc voilà comment se termine notre petit tour, notre gros tour d'horizon sur Immanuel Quickley. On aura fait 25 minutes de vidéo, je m'arrête là, j'ai coupé beaucoup de moments sur sa défense qui est aussi sans doute sous-estimée, mais à cause de ses longs bras et de son activité, ça arrive à être un défenseur pas si négatif, voire moyen. Mais voilà, j'ai coupé beaucoup de choses parce que j'avais trop de trucs à dire sur Immanuel Quickley. Il y a énormément de choses à surveiller, j'espère qu'elle vous aura plu malgré la longueur. Merci encore de nous avoir regardé. Si ça vous a plu et que vous voulez nous soutenir, j'arrive plus à parler, mais eh bien mettez un like et un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner tant qu'à faire. Moi je vous dis à très vite sur le Dreamcast Show. Bonne fin de journée à tous. Ciao ciao.